Avant d'être une question de croyance, c'était une question de survie. Quand on évoque cette période de l'histoire, beaucoup imaginent des scènes symboliques, des discours spirituels, des récits transmis depuis des siècles. Mais pour celles et ceux qui vivaient réellement dans cette région au 1er siècle, la préoccupation dominante n'était ni abstraite ni philosophique. Elle était immédiate. Est-ce que la récolte suffira? Est-ce que les dettes pourront être honorées? Est-ce que la terre familiale sera conservée une année de plus? La réalité quotidienne était structurée par une économie extrêmement contraignante, dans laquelle la majorité de la population vivait au seuil de la subsistance. Les sources historiques, archéologiques et comparatives convergent sur un point. Il s'agissait d'un système profondément inégalitaire, où une petite élite captait une part disproportionnée de la richesse produite par des millions de personnes. Il est important de poser un cadre clair. Ce qui suit n'est pas une analyse religieuse. Aucune croyance n'est évaluée, critiquée ou défendue. Il s'agit d'une lecture matérielle et sociale, fondée sur les mécanismes économiques documentés de cette époque. Comprendre comment les gens vivaient réellement permet de comprendre pourquoi certaines paroles, certains gestes et certaines tensions ont émergé. Dans ce monde, la dette n'était pas une abstraction comptable. Elle pouvait signifier la perte de la terre, la dépendance à vie, ou la disparition sociale. La fiscalité, loin de financer des services publics, fonctionnait principalement comme un outil d'extraction. Et les institutions censées structurer la société participaient elles aussi à cette pression constante. Pour comprendre comment ce système fonctionnait, il faut revenir à un moment précis. Au début du 1er siècle, la région passe sous administration directe de l'Empire romain. Cette transition s'accompagne immédiatement d'une opération clé. Une évaluation systématique des biens. Non pas pour recenser la population, mais pour estimer les ressources, mesurer les terres, et fixer des obligations fiscales. Ce type d'évaluation n'était pas neutre. Il redéfinissait implicitement la relation entre les habitants et le pouvoir impérial. Enregistrer ces terres, c'était reconnaître une autorité extérieure comme légitime bénéficiaire d'une part de ce que la terre produisait. Cette opération a provoqué une opposition immédiate. Pas seulement politique, mais existentielle. Pour une population déjà sous pression, cette nouvelle couche de prélèvement était perçue comme une perte de souveraineté concrète. La résistance a été écrasée, mais l'idée qu'une fiscalité imposée pouvait être assimilée à une forme de domination durable est restée profondément ancrée. Le système fiscal reposait sur plusieurs niveaux. D'abord, un impôt foncier. La terre était classée, évaluée, puis taxée selon sa nature et son rendement estimé. Une part significative de la récolte devait être remise, souvent directement en nature. Le grain quittait les champs pour alimenter les circuits impériaux. Ensuite, un impôt individuel, appliqué à chaque adulte. Ce prélèvement devait être payé en monnaie. Pas en produits agricoles, pas en troc. En monnaie officielle. Cela forçait des populations rurales à entrer dans une économie monétaire, même lorsqu'elles vivaient essentiellement d'autosubsistance. À cela s'ajoutaient des taxes indirectes. Droits de passage, péages, taxes de marché, frais de transport. Chaque déplacement de marchandises générait un prélèvement. Chaque transaction devenait une occasion d'extraction supplémentaire. Mais le point central n'était pas seulement le niveau des impôts. C'était la manière dont ils étaient collectés. L'Empire ne collectait pas directement. Il déléguait. Le droit de collecter était vendu à des acteurs privés. Ceux-ci avançaient une somme fixe, puis récupéraient tout ce qu'ils pouvaient au-delà. Ce système créait une incitation structurelle à la surextraction. Plus on prenait, plus on gagnait. Sur le terrain, cette collecte était assurée par des intermédiaires locaux. Pris entre la pression impériale et la population, ils devenaient des figures de rejet social. Non pas parce qu'ils représentaient l'État abstrait, mais parce qu'ils incarnaient concrètement le prélèvement. Lorsque l'on additionne l'ensemble de ces charges, impôts fonciers, taxes individuelles, prélèvements indirects, les estimations historiques convergent vers un chiffre élevé. Une part très importante de la production annuelle disparaissait avant même de couvrir les besoins élémentaires. Pour une famille vivant déjà à la limite, cette ponction ne pouvait pas être absorbée sans conséquence. Le déficit devenait structurel.
Et lorsqu'un déficit devient structurel, la dette apparaît. La dette était l'outil central de transformation sociale. Elle convertissait une difficulté temporaire en dépendance durable. Une mauvaise récolte, une maladie, un accident, suffisaient à enclencher le processus. On empruntait pour survivre. Puis les intérêts s'accumulaient. Et lorsque le remboursement devenait impossible, la terre servait de garantie. Ce mécanisme produisait une trajectoire récurrente. Propriétaire, puis locataire, puis travailleur journalier. À chaque étape, l'autonomie diminuait. La sécurité disparaissait. La vulnérabilité augmentait. Parallèlement à ce système impérial existait une autre institution centrale. Le grand centre cultuel de la région n'était pas seulement un lieu symbolique. C'était aussi un centre économique majeur. Il recevait des flux financiers constants, issus de contributions obligatoires, de pèlerinages, d'échanges monétaires et d'activités annexes. Certaines contributions devaient être payées dans une monnaie spécifique. Cela nécessitait des opérations de change. Ces opérations étaient encadrées, tarifées et incontournables. Le pèlerin devenait un client captif. Les animaux destinés aux offrandes ne pouvaient pas être choisis librement. Ils devaient être conformes à des critères précis. Les marchés autorisés contrôlaient l'offre. Les prix pouvaient fluctuer fortement, parfois au détriment des plus modestes. Cette institution fonctionnait aussi comme un lieu de dépôt. Les surplus, les économies, les fonds confiés par différentes catégories sociales s'y accumulaient. Une concentration de richesses s'opérait, visible jusque dans les traces archéologiques laissées par les résidences de certaines familles dirigeantes. L'ensemble formait un système cohérent. Fiscalité impériale, extraction locale, dette privée, concentration institutionnelle. Rien n'était isolé. Chaque élément renforçait les autres. Dans un tel contexte, les écarts sociaux n'étaient pas perçus comme accidentels. Ils étaient justifiés, interprétés, rationalisés. Certains discours associaient prospérité et mérite. D'autres présentaient la pauvreté comme une épreuve ou une conséquence individuelle. Ces cadres permettaient au système de se maintenir sans recourir en permanence à la violence. Mais tous n'acceptaient pas ces justifications. D'autres traditions insistaient sur la responsabilité collective, sur la fragilité des conditions humaines, sur l'idée que la terre ne pouvait pas être définitivement confisquée. Ces tensions idéologiques accompagnaient des tensions matérielles bien réelles. Lorsque la pression est devenue insoutenable, la contestation a pris des formes multiples. Résistance fiscale, banditisme social, affrontements internes. Dans certains cas, la violence visait moins l'occupant extérieur que les élites locales perçues comme bénéficiaires du système. Un geste est particulièrement révélateur. Lors de la prise de contrôle de la ville, les registres de dettes ont été détruits. Pas les archives religieuses. Pas les textes symboliques. Les dettes. Ce choix n'était pas anodin. Il montre ce qui pesait réellement sur la population. Ce qui structurait leur quotidien. Ce qui déterminait leur avenir. La suite est connue. La destruction, l'effondrement, la disparition d'un ordre ancien. Les richesses accumulées ont été transférées ailleurs. Les institutions centrales n'ont pas été reconstruites. Mais l'intérêt de cette histoire ne réside pas dans sa singularité. Elle réside dans ses mécanismes. Extraction excessive. Justification morale. Endettement structurel. Concentration de richesses. Résistance tardive. Effondrement brutal. Ce ne sont pas des phénomènes isolés dans le temps. Ce sont des dynamiques récurrentes. Comprendre ce qui s'est joué ici, ce n'est pas revisiter le passé par curiosité. C'est reconnaître des structures qui réapparaissent sous d'autres formes, à d'autres époques, avec d'autres langages. Quand un système prélève plus qu'il ne permet de produire durablement, il crée les conditions de sa propre instabilité. Et lorsque les récits qui le justifient cessent de convaincre, il ne reste que deux issues, la réforme profonde ou la rupture. C'est là que l'histoire cesse d'être ancienne et devient une leçon.